Pour se défendre contre ses voisins arabes, Israël dispose d'une armée puissante, bien sûr, mais Israël a aussi en réserve la bombe atomique. C'était un secret très bien gardé, mais peu à peu, tout le monde s'en est douté. Maintenant, c'est une certitude, bien qu'Israël n'ait jamais confirmé officiellement. Aujourd'hui, les satellites permettent de localiser une demi-douzaine de sites nucléaires israéliens. Les experts estiment qu'Israël est la 6e puissance nucléaire mondiale avec environ 250 ogives. Mais le plus curieux dans cette affaire, c'est qu'Israël a pu constituer cet arsenal dès les années 50 et grâce à la France. À cette époque, les dirigeants de la 4e République construisaient eux-mêmes leur première bombe atomique. Ils n'ont pas hésité à livrer la bombe à Israël par amitié, mais vous allez le voir aussi par calcul. Cela se passe à la fin du mois d'octobre. Une coalition de pays arabes lance un assaut coordonné sur 5 fronts. Du Pakistan au Maroc, des millions de musulmans manifestent dans les rues. Comme d'habitude, le dirigeant irakien mène l'offensive avec une attaque de missiles Scud. Les blindés syriens passent la frontière à l'est. Des unités de commandos syriennes sont débarquées par hélicoptère en Galilée. Des brigades d'infanterie déferlent dans la vallée du Jourdain depuis les hauteurs du Golan. Les Palestiniens du royaume de Jordanie entrent en rébellion ouverte. Le roi cède aux Irakiens. Il permet à leurs unités blindées de traverser son pays en direction de l'ouest. Les blindés égyptiens pénètrent dans la péninsule du Sinaï. Les missiles, tirés depuis l'Irak et la Syrie, s'abattent sur des zones densément peuplées d'Israël. Le centre de Tel Aviv est détruit. Les tours jumelles du Azrieli Center sont sévèrement endommagées. Les hôpitaux du pays sont débordés. Le commandement de la protection civile installe des hôpitaux improvisés dans des bâtiments publics. Le gouvernement se réunit en urgence. Cela pourrait être n'importe quel gouvernement. Le Premier ministre en exercice ouvre la discussion. Selon des sources étrangères, l'État d'Israël pourrait recourir à ses armes nucléaires dans l'un des 4 cas suivants. Une armée arabe a pénétré profondément dans des zones peuplées à l'intérieur de la ligne verte. L'armée de l'air israélienne a été détruite. Les villes israéliennes ont été exposées à des bombardements intenses et destructeurs impliquant l'usage d'armes chimiques ou biologiques. Une attaque nucléaire contre Israël. Très peu de gens savent que le père fondateur de l'État juif souffrait d'angoisse. Depuis la création de l'État d'Israël, David Ben Gourion vivait dans la peur que son existence soit remise en cause. Il prenait au sérieux les menaces arabes de jeter les juifs à la mer et ne cachait pas sa crainte de l'imminence d'un deuxième holocauste juif. Il exprimait souvent son anxiété en public dans les discours qu'il tenait aux nouveaux immigrants, aux réfugiés des camps de personnes déplacées en Europe. Il se tirait les cheveux. Comment est-ce possible? Un massacre aussi atroce, de telles horreurs. Puis il disait, si nous gagnons la guerre contre les Arabes, ce ne sera pas la fin. Il y aura une autre guerre, un autre affrontement. Mais si jamais il gagne, ce sera la fin. Ben Gourion allait à son bureau le matin, appelait Itzhak Navon, se plantait devant la carte d'Israël et disait « Itzhak, regarde tous ces pays autour. Nous sommes une si petite île. Comment allons-nous nous défendre? Comment pouvons-nous survivre ?» Cela l'inquiétait énormément. L'Holocauste et les craintes pour la survie d'Israël persuadent Ben Gourion que l'État doit disposer pour sa défense d'un moyen de dissuasion suprême, une assurance vie pour le pays. Cette assurance vie peut être soit un accord de défense officiel avec les États-Unis,
soit le nucléaire, l'arme de dissuasion ultime. Ben Gourion espère que l'Holocauste incitera les Américains à proposer à Israël un pacte de défense similaire à ceux conclus avec l'Allemagne et le Japon. Quand il dit aux Allemands et aux Japonais, ne développez pas vos propres armes nucléaires. Nous vous offrons un traité de défense et une couverture nucléaire. Ils n'ont pas fait ces propositions à Israël. Finalement, Ben Gourion arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun espoir de surmonter les objections du département d'État et qu'un accord de défense n'est pas une option réaliste. Reste la deuxième option, développer l'arme de dissuasion ultime. En conséquence, selon des sources étrangères, il décide apparemment à la fin de l'année 1954 qu'Israël doit se doter d'une bombe atomique. Dans l'Israël de ces années d'austérité, aux caisses vides et submergées par des centaines de milliers de réfugiés sans ressources, il était audacieux de songer un seul instant à une option nucléaire. Politiques, hauts fonctionnaires et scientifiques trouvent tous l'idée étrange, pour ne pas dire folle. L'option nucléaire nécessite des matériaux rares, un savoir-faire scientifique, une main-d'œuvre qualifiée et d'énormes moyens financiers. Rien de tout cela n'était disponible en Israël. Mais Ben Gourion est pragmatique. Il convoque le plus grand scientifique d'Israël, Ernst Bergman, un chimiste né en Allemagne à Karlsruhe, contraint de démissionner de son poste élevé à l'Institut Weizmann. Bergman est placé à la tête de l'équipe scientifique du projet nucléaire. Le Premier ministre nomme Shimon Peres, l'enfant prodige des services de sécurité, directeur opérationnel du projet. J'étais jeune, j'avais 28-29 ans. Et il m'a confié le ministère de la Défense contre l'avis de tous ses conseillers. Vous étiez jeune et veniez d'un kibbutz. Oui, et je ne parlais pas anglais. Vous dirigiez l'ensemble du projet. Oui. Je dirigeais le projet parce que j'avais tous les pouvoirs, bien sûr. Le directeur scientifique du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, vient en Israël dans les années 50 et assiste à la cérémonie d'inauguration de l'Institut de recherche atomique. Le père de la bombe à hydrogène, Edward Teller, conseille Ben Gourion et Peres, comme le font les spécialistes du nucléaire, Rabi et Weizkopf. Ces gens ont stimulé notre imagination et attisé aussi nos craintes que nous n'y arriverions jamais, que ce n'était possible que pour les superpuissances, un luxe réservé aux grandes nations, que jamais un petit pays comme le nôtre ne pourrait atteindre un tel niveau. Peres dit à Ben Gourion qu'Israël doit trouver des fournisseurs étrangers de matières premières, uranium, eau lourde, ainsi que, selon des sources étrangères, une usine de séparation du plutonium. Les puissances nucléaires comprenaient les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'URSS. Les États-Unis n'entraient pas en ligne de compte, ni la Grande-Bretagne, ni l'URSS. Restait la France. C'était le seul pays vers lequel Israël pouvait se tourner. Je pensais que c'était logique. En tout cas, s'il y avait la moindre chance. Au milieu des années 50, une occasion unique se présente grâce au développement politique en Afrique du Nord. Le soulèvement du FLN, le mouvement clandestin algérien contre l'occupation française, prend de l'ampleur. En Algérie, la vie des Français devient insupportable. الجيريا صرفتيت فيها FLN يتعربوا إلى بقلة ومش يقبروها يتفرقوا هاريسوت لها عددوت نيلات لتبع صرفتي ليتعرب ولدكاه إتمهمت. Qui, à partir du moment en 1954 en tout cas, où a commencé la révolte algérienne, le soulèvement algérien, ont cru voir dès le début la main de l'Égypte et plus précisément du Abdel Nasser était derrière ce soulèvement et que donc il fallait trouver contre Abdel Nasser un ennemi commun et que cet ennemi commun c'était tout naturellement Israël. Shimon Peres persuade Ben Gourion que c'est une chance à saisir pour Israël.
Ben Gourion l'envoie à Paris pour demander